Bonjour les amis, rebonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Europois et Pays de l'Étampois. Nous sommes avec Fadi Kassem, professeur d'histoire, ancien de Sciences Po. Et oui. Et nous allons parler dans cette vidéo des communes, du principe de subsidiarité à travers l'histoire via ces communes, à travers l'histoire de France et puis aussi l'histoire européenne. Le plan, c'est premièrement l'Antiquité. Deuxième point, le Moyen-Âge, le combat pour les libertés, avec les chartes de franchise. Et le troisième point, les communes, comment ont-elles contribué à construire la France, avec l'épisode de Bouvines. Notamment. Commune. La Révolution, avec citation de Robespierre. Les communes de Paris, les différentes communes de Paris, communes insurrectionnelles. Alors, une petite aparté aussi sur les dernières communes de 1871 par rapport à Marseille et à Lyon. Et puis, le sixième point, pourquoi la dynamique constituante partira surtout, en majorité, des communes. Et la réappropriation de l'espace communal, et on fera des liens avec les ronds-points et tout ce qu'on a vécu. Merci, force et honneur. C'est à toi, citoyen. Commune et principe de subsidiarité à travers l'histoire de France. Et on commence par l'Antiquité, donc pas en France, mais en Grèce. Encore que ça peut être lié, parce que en France même, dans la Gaule de l'époque, dans les Gaules de l'époque d'ailleurs, il y a eu la fondation des cités. Alors, les cités, dans le fond, sont les ancêtres des communes. Pourquoi ? Parce que la cité, je le précise, ça vient du mot grec polis, qui a donné le mot politique. Donc c'est important de l'avoir en tête tout ça. Pourquoi ? Tout simplement parce que à partir de là, la cité va devenir le cadre de vie de la démocratie, citoyen, ça vient du mot cité, ça devient donc le cadre de vie de la démocratie. Alors là, c'est pour les cités grecques, Athènes, la démocratie athénienne. Tout à fait. On a fait une vidéo tout à l'heure là-dessus, donc on voit les collègues sur la première des vidéos qu'on a fait, sur Histoire de la démocratie, avec les bases, avec tous les principes lourds, etc., qu'on a exposés. On ne va pas revenir dessus. Non, mais j'insiste sur le fait que ce modèle, en revanche, existe aussi dans la France de l'époque, c'est-à-dire les Gaules, particulièrement en Méditerranée, mais pas seulement. Lyon était la capitale des Gaules, Lugdunum, et puis tu as la fondation de cités qui vont être à la base de communes, par la suite, de communes médiévales. C'est le cas de Massalia, Marseille. C'est le cas de Narbo-Marsus, Narbonne. Alors, Massalia était quand même une colonie grecque. Ah, tout à fait. Ah, mais je suis d'accord. Mais c'est une colonie, il faut bien comprendre dans le sens colonie, dans le sens de fondation de cité. De cité par rapport à la mise en place d'un système citoyen, etc. Voilà. Puis il y a les Romains. Quand les Romains vont être présents en France, en Gaule en l'occurrence, ça va être pareil. Il y aura la fondation de cités, de colonies, etc., qui constituent un cœur de commune. Je ne dis pas que toutes les communes sont d'ailleurs issues de l'héritage antique, gréco-romain, mais un certain nombre de communes françaises sont liées à ça. Et puis on va le voir, c'est surtout au Moyen-Âge qu'il y a l'envol des communes. Alors, on passe à la deuxième partie. Le Moyen-Âge, que se passe-t-il ? Le combat pour les libertés, les chartes de franchise, qu'est-ce que c'est ? Pour bien comprendre le Moyen-Âge, au Moyen-Âge, allez, 85%, 90% des gens habitent à la campagne. Bon, ils sont dans des petits villages, sous la dépendance d'un seigneur du coin, etc., etc. Et puis, il y a malgré tout un mouvement communal qui va se développer, surtout à partir du XIe siècle. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y avait pas de commune avant, mais c'est vraiment à partir du milieu du XIe siècle que se développe un gros mouvement communal. Des communes, soit se développent justement à partir d'anciennes cités antiques, soit vont être fondées, parfois par les rois. N'oublions pas que nous avons des communes qui s'appellent Villeneuve. Le nom Villeneuve, la ville nouvelle en quelque sorte. Et puis il y a d'autres noms comme ça. Soit elles vont être aussi fondées à partir d'une église potentiellement. Généralement, par qui sont-elles fondées ? Ce sont alors on va pas dire ce sont des bourgeois, mais pas au sens où on l'entend aujourd'hui. Ce sont les habitants des bourgs. Ceux qui habitent dans les bourgs, les habitants, et qui exercent des métiers comme, ça peut être boulanger, boucher, orfèvre, tapissier, que sais-je encore. Bon, ce sont souvent des commerçants que l'on retrouve. Attention, il y a aussi quand même une caste oligarchique à l'intérieur. Mais ce qui est important de voir, c'est que ces communes vont naître en opposition à trois adversaires. Le premier adversaire, ce sont les seigneurs des campagnes. Voilà. C'est une volonté de s'affranchir par rapport aux seigneurs. Le deuxième adversaire, c'est l'Église. Alors, l'Église s'adaptera, il y aura des églises à l'intérieur, vous avez des évêques, etc. En ville, vous avez des paroisses qui sont créées dans les villes, mais globalement, les communes vont chercher à avoir un pouvoir autonome par rapport à l'Église.
Et puis le troisième adversaire, il faut clairement le nommer aussi, parce que c'est un adversaire extérieur, ce sont les forces impériales, et en particulier le Saint-Empire romain germanique, contre lequel d'ailleurs se dressera Philippe Auguste, avec le soutien des communes de France, et notamment au moment de 1214 et de la bataille de Bouvines. Je dis ça parce que les communes, à partir du milieu du XIe siècle, vont réclamer des libertés. Et ces libertés vont être consignées dans ce qu'on appelle des chartes de franchise. Qu'est-ce que c'est que ces libertés? C'est par exemple la possibilité de rendre justice, la possibilité de décider des impôts, le pouvoir fondamental des impôts et de l'argent. C'est la possibilité de pouvoir exercer aussi le pouvoir concret communal à partir de ce qu'on appelle un conseil communal. Et le conseil communal, on le retrouve dans les fameux hôtels de ville. Alors on ne les appelle pas forcément comme ça, mais en tout cas, on les retrouve donc dans un établissement symbole, et je pense notamment au nord, aux villes du nord de la France, ou de la Belgique également, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'est pas les mêmes frontières, les Flandres, eh bien, il y a les beffrois, il y a les grands hôtels de ville avec les beffrois. Tu vois. Donc, le mouvement communal, c'est un mouvement qui réclame des libertés et de l'autonomie par rapport à ces triples forces. Et parfois, ces communes vont s'appuyer sur le roi, mais en ne perdant pas de vue d'une chose, c'est que les rois de France eux-mêmes cherchent à contrôler également les communes. Donc il y a des dissensions, des divisions, même des tensions parfois entre les rois et les communes. Et aussi des alliances, comme à Bouvines, où les troupes communales ont prêté main forte aux troupes royales. Il y a d'ailleurs notamment le grand historien médiéviste Jacques Le Goff qui estimait que dans le fond, la France, elle naît vraiment à partir de ce moment-là. Lorsqu'il y a l'alliance du roi, des grandes familles aristocratiques de France et des communes. Parce que les communes vont véritablement aider le roi dans sa mission de combattre le Saint-Empire romain germanique, le roi d'Angleterre, l'Angleterre, vous avez Jean sans Terre en particulier, et par conséquent, c'est le moment où effectivement on s'écrit commune, etc., et vive la France en quelque sorte. Juillet 1214. Donc, on est au Moyen-Âge. Ouais. Les communes contribuent dans cet équilibre de pouvoir très subtil entre l'Église, les seigneurs féodaux, le roi, les forces extérieures, et à l'époque, c'était le Saint-Empire germanique. Et l'Angleterre. Et je vais prendre un exemple. Pendant la guerre de Cent Ans, en 1358, éclate une révolte insurrectionnelle à Paris. Déjà la première, c'est sous la direction d'Étienne Marcel. D'ailleurs, vous avez une station de métro sur la ligne 4 qui s'appelle Étienne Marcel. Étienne Marcel, c'est le prévôt de Paris, en fait. C'est le prévôt. Et il va se révolter. Pourquoi? Parce qu'il voit bien qu'il y a des trahisons au niveau de la tête du royaume de France pour s'entendre avec les Anglais, etc. En gros, pour mater les communes insurrectionnelles, et notamment à Paris. Donc la première commune insurrectionnelle, c'est à Paris et... En tout cas, la première commune insurrectionnelle à Paris, parce qu'il y en avait eu déjà au XIe siècle ou au XIIe siècle. Il y a une célèbre révolte à Laon, dans l'Aisne, Laon, en 1112. La révolte de Laon, c'était une révolte contre l'évêque de Laon, qui était à ce moment-là très hostile à la population locale, etc. Mais si on prend la première commune insurrectionnelle parisienne, on peut dire que c'est en 1358, et Étienne Marcel d'ailleurs le paiera de sa vie. Donc ça s'est mal fini Pour lui, oui, ça s'est très mal terminé à ce moment-là. Ce ne sera pas une nouveauté, malheureusement, par la suite, mais il est intéressant de voir que Paris, centre communal d'insurrection, ce n'est pas une nouveauté lorsque intervient la fameuse commune de 1871. Alors on arrive maintenant à la période révolutionnaire. Est-ce que tu peux citer Robespierre ? Alors, pour bien comprendre le contexte, là aussi c'est important. Les communes, on l'a dit, se développent beaucoup au Moyen-Âge. Et puis, lorsqu'éclate la Révolution, ça s'échauffe dans les communes, il y a de l'ébullition. Et contrairement à ce que l'on dit, contrairement à ce qu'on veut faire croire, la Révolution française, et notamment les Jacobins, parce que les Jacobins sont souvent accusés de vouloir éradiquer les pouvoirs locaux, etc., pas du tout. Ils vont chercher à développer les libertés communales. Pourquoi ? Parce que c'est aussi l'un des meilleurs moyens de lutter contre l'absolutisme royal. Or, ce que veulent les Jacobins, pour le coup, c'est vrai, c'est la fin de la monarchie absolue, et par la suite la fin de la monarchie tout court, à partir du moment où celle-ci trahit la France. Parce qu'au départ, Robespierre, je le précise, n'était pas hostile au principe d'une monarchie constitutionnelle. Il adhère à la République quand il se rend compte qu'il est impossible d'avoir une monarchie constitutionnelle. Et Robespierre défend la liberté communale. Et ça, je le précise parce que, par exemple, un type comme Michel Onfray, qui se prend pour un historien et même un philosophe, arrête pas d'expliquer que les Jacobins, en fait, ils étaient contre la liberté des communes, etc. Mais c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Et il suffit de prendre un discours de Robespierre qui date du 10 mai 1793, où il dit la chose suivante. « Laissez aux communes le pouvoir de régler elles-mêmes
leurs propres affaires en tout ce qui ne tient pas essentiellement à l'administration générale de la République. En un mot, rendez à la liberté individuelle tout ce qui n'appartient pas naturellement à l'autorité publique. Et vous aurez laissé d'autant moins de prise à l'ambition et à l'arbitraire. Et d'ailleurs, on voit au passage sa logique. Plus les communes auront de liberté pour gérer leurs affaires, des affaires qu'elles peuvent gérer. On comprend bien que la diplomatie, il faut que ce soit à une échelle beaucoup plus grande, on va dire, que la commune, une échelle au-dessus, une échelle nationale. Mais plus on laissera de liberté aux communes pour gérer leurs affaires, et plus on s'assurera qu'il n'y aura pas une concentration du pouvoir entre les mains d'un tyran, en fait, en quelque sorte. Donc, contrairement à ce qui est dit, les Jacobins ne sont pas anti-communaux, ils sont même anti-communaux, pardon. Et ils sont même favorables au principe qu'on peut qualifier de subsidiarité, c'est-à-dire que le pouvoir soit exercé à l'échelle de compétences la plus adéquate. Par exemple, quand il s'agit de gérer un rond-point, si on prend un exemple très concret, aujourd'hui, ça doit se passer au niveau communal. Ce n'est pas l'État qui va expliquer où il faut mettre le rond-point, etc. Alors, au niveau du financement des ronds-points, là, on est sur autre chose. On espère plutôt vu les sommes pour faire les ronds-points. Faramineuses, pharaoniques même. On espère plutôt des RIC locaux, en fait, pour savoir... Bien entendu. Voilà. Investit les impôts de tout le monde. Alors, au niveau des communes insurrectionnelles, pendant la Révolution, comment ça se passe ? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu plusieurs communes insurrectionnelles à Paris. La toute première, la moins connue, c'est 1358. Celle qui est la première grande commune insurrectionnelle à Paris, elle naît en août 1792, c'est-à-dire au moment où elle contribue à la chute de Louis XVI. Et c'est important parce que c'est elle qui va jouer le rôle fondamental ensuite dans la Révolution. Elle va impulser la dynamique populaire de la Révolution, celle que les historiens appellent terreur, je sais pas quoi, machin, enfin tous ces trucs-là. Pas tous les historiens, en demeurant de moins en moins d'historiens, contrairement à ce qu'on peut croire. Il y a un travail honnête de pas mal d'historiens sur cette période. Mais cette commune insurrectionnelle de Paris, elle va jouer un rôle central pour la publication d'une nouvelle déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le 24 juin 1793, avec notamment le fameux article 35, c'est-à-dire que quand le gouvernement viole le droit des peuples, c'est simple, l'insurrection, c'est le droit et le devoir le plus sacré qui existe. Et donc on voit bien que cette commune insurrectionnelle va jouer un rôle central contre quoi ? Contre la spéculation, sur le grain à l'époque, pour la lever en masse pour sauver la Révolution, pour combattre évidemment les ennemis de la Révolution, surtout extérieurs, mais il se trouve qu'il y avait la guerre civile à l'époque, donc forcément ça dégénère, je ne vais pas forcément m'étendre sur cet épisode, mais c'est une réalité, mais également pour réclamer le droit à l'assistance sociale, le droit à l'éducation. Et donc la commune insurrectionnelle de Paris joue un rôle important avec une limite quand même non négligeable. Il y a plusieurs tendances, et la fraction la plus enragée, si j'ose dire, la plus exagérée, celle des hébertistes, poussera dans une folie déchristianisatrice qui retournera d'ailleurs Robespierre, qui était favorable à la commune insurrectionnelle de Paris, sauf qu'elle commence à partir dans ses exagérations, dans ses excès inacceptables en termes de déchristianisation notamment. Mais cette commune insurrectionnelle, elle joue un rôle central pour mener la guerre et la révolution dans un sens véritablement en faveur de l'émancipation des êtres humains. Alors, juste sur les hébertistes, ils étaient financés par qui, les hébertistes ? Écoute, c'est de notoriété publique que les hébertistes ont reçu de l'argent étranger, en particulier d'Angleterre. Dans quel but ? Créer le chaos ? Oui. Faire dériver la révolution vers une situation anarchique. On passe aux communes de Paris. La plus connue ? Celle de 1871, elle débute le 18 mars, ou 19, en tout cas 18-19 mars 1871. Elle se caractérise par 3 éléments importants. Comme d'ailleurs celle de 1793. Je ne l'ai pas dit, mais je vais en profiter pour le dire maintenant. C'est un mouvement républicain, mais au sens de la bonne république, pas la fausse république corrompue, etc. La chose publique. C'est un mouvement patriotique, parce que la Commune refuse la défaite contre la Prusse, puis contre l'Allemagne impériale qui vient d'être née. C'est donc un mouvement patriotique qui se bat pour assurer l'unité et l'indivisibilité de la France et de la République. Et puis c'est un mouvement socialiste. Mais socialiste pas au sens Hidalgo machin, c'est pas des socialos. Non, au sens soit marxiste, soit proudhonien du terme. À l'époque, il y a pas mal de proudhoniens aussi dans la Commune. Autrement dit, la volonté de construire
de poursuivre même l'œuvre de la Révolution française. Ce n'est pas moi qui le dis d'ailleurs, ce sont les communards de l'époque. Ils se placent dans la continuité, et en particulier, c'est très intéressant quand on lit, dans la continuité des robespierristes, avec cette idée de résister de manière patriotique et de favoriser un pouvoir véritablement populaire, donc qui va être en rupture avec les éléments oligarchiques, même s'ils commettent une erreur fondamentale. La Banque de France. Eh oui, ils commettent cette grave erreur. Ils n'osent pas confisquer, ils n'osent pas s'attaquer à la Banque de France. Qui était située sur le territoire de la Commune de Paris, qui avait sa propre milice armée, mais qui aurait pu être prise, et qui a financé à 80% les forces anti-communardes. Qui sont à Versailles. Et seulement à 20% la Commune de Paris. Tout à fait. Et ça, c'est l'erreur majeure, et d'ailleurs que Marx avait parfaitement révélé, avec Engels, ils avaient parfaitement montré que le problème, c'est qu'ils n'avaient pas osé s'attaquer à cette Banque de France. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Commune de Paris constitue une expérience, courte, mais tellement intense dans l'histoire de 71-72 jours, où en fait, on va pouvoir expérimenter le mandat impératif et révocatoire, le fait qu'il y aura véritablement un contrôle des forces de police à partir du peuple, ce ne sera plus un truc qui soit un bras armé de la bourgeoisie, le fait qu'il y avait un salaire d'ouvrier pour les élus du peuple, bref, tout un ensemble d'éléments, et puis tout un ensemble de mesures sociales, pour l'amélioration concrète des travailleurs, des citoyens de l'époque. Les soutes populaires, l'instruction civique pendant les soutes populaires, ceux qui savaient lire lisaient les textes et les journaux à ceux qui ne savaient pas lire, etc. Ok, 6e partie. Pourquoi la dynamique constituante partira surtout des communes ? Ce qui est intéressant, si on regarde le mouvement des Gilets jaunes, il est parti d'où ? Il n'est pas parti de Paris, faut le préciser. Parce que Paris est devenu plutôt la capitale de la contre-révolution depuis quelques décennies. Et c'est un plan volontaire. C'est un plan qui a été notamment mené par les partis au pouvoir, par des intellectuels, avec argent étranger notamment. Je renvoie à l'ouvrage dont j'avais parlé de Sanders, l'historienne britannique, qui en 2003 avait montré comment la CIA finançait à fond des tas d'intellectuels, d'artistes, etc. Oui, d'accord, mais comment t'articules ça en fait avec la gentrification de Paris ? Justement, ça va de pair. La gentrification, c'est le départ des classes populaires. C'est-à-dire que les classes populaires, les ouvriers, les artisans, etc., sont chassés progressivement des villes-centres, des centres-villes, des grandes métropoles, des métropoles qui d'ailleurs vont se retrouver dans le cadre de la mondialisation, etc. Elles sont exclues de ces métropoles, et en particulier de Paris. Par conséquent, elles se replient dans des communes beaucoup plus loin, dans des communes rurales, dans des communes populaires, dans des communes urbaines mais petites ou moyennes. Moi, par exemple, qui connais un peu Châlons-en-Champagne pour des raisons liées au concours du CAPES, j'ai pu voir comment Châlons-en-Champagne était une commune de plus en plus sinistrée, où on éliminait progressivement ce qui crée un peu de dynamique en fait dans cette commune. Et pourquoi ça partira de province, la dynamique en particulier de province, pas de Paris, la dynamique populaire constituante, parce que la commune, c'est le cœur par définition de la démocratie. Si tant est que ce soit un cœur démocratique. Parce qu'on vide la commune de sa substance démocratique. De quelle manière ? Dans ce qu'on appelle l'intercommunalité. En fait, c'est pas de l'intercommunalité. C'est-à-dire que tu as plusieurs communes qui se retrouvent dans un truc qui s'appelle communauté d'agglomération, communauté urbaine ou je sais pas quoi. En réalité, les maires, notamment des petites communes et des moyennes communes, n'ont plus de pouvoir. Ils sont obligés d'accepter des consignes absurdes. Et par conséquent, en fait, toutes les décisions sont prises dans une structure où ils n'ont aucun pouvoir. Et dès lors, les communes ne sont plus que des espaces de consommation. Et ce qui est très frappant, c'est de voir à quel point la place de la République à Paris, le dernier moment où il y a eu, semble-t-il, à peu près une expression démocratique, c'était au moment, je ne parle pas des Gilets jaunes, parce que ça c'était différent, ça a bougé dans tous les sens, mais c'était avec les fameux Nuits debout. En fait, c'était une grande expérience de psychothérapie géante, pratiquement. Mais je dirais que là, ça a été définitivement chassé. On a installé un bar, on a mis des trucs pour les skateurs, etc. Bref, on a voulu en faire un espace de consommation. Pourquoi la commune est un élément central ? Parce que c'est l'endroit où se rejoignent les citoyens, comme un rond-point. Et ne soyons pas étonnés que la première mesure que le gouvernement Philippe avait prise lorsqu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, c'est d'évacuer les ronds-points. Parce que qu'est-ce que c'est que le rond-point ? C'était l'agora. C'était l'endroit où se retrouvaient des gens, se rassemblaient des gens spontanément, sur un mot d'ordre s'il le faut, et commencer à raconter leur quotidien en disant « Voilà, moi je suis aide-soignant, je gagne 1000 balles par mois, moi je suis au chômage, moi je suis précaire ». Et à force de s'entendre, des gens disent « Mais nous sommes tous dans la même situation pourrie.
Donc nous devons tous nous unir. Et on n'est plus ni de droite, ni de gauche, les gentils, les méchants, etc. On a le même ennemi. Alors après, c'est les conséquences. Oui. Donc on regarde les dents des collègues, Bien sûr. Les mères de famille, voilà, qui ont juste les dents de devant, etc. Mais derrière, pourquoi? Et en 4-5 pourquoi, normalement, si tu es connecté normalement déjà dans le cerveau, tu arrives sur du lourd. La Constitution, la loi écrite par ceux qui devraient la craindre. Hein, Ouais, bah, évidemment. le pouvoir médiatique avec les sondages qui sont aux mains de quelques oligarques. La dette. Mort à la dette, à bas l'usure. La grande victoire des Gilets jaunes, la seule victoire des Gilets jaunes, c'est d'avoir fait comprendre que les êtres humains en France n'étaient pas que des consommateurs, voire n'étaient pas prioritairement des consommateurs, mais étaient avant tout des citoyens. Autrement dit, qu'ils doivent chercher à être maîtres de leur destin, à réfléchir, à comprendre les causes de leur malheur, comme disait déjà à l'époque Robespierre, bref, à chercher à reconquérir la souveraineté nationale et populaire qui nous manque tant aujourd'hui. Sur ces belles paroles, citoyens, merci. À vous. Tes élèves en classe sont bien chanceux d'avoir un prof d'histoire de ta trempe. Force et honneur. Force et honneur. À vous.